Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la présentation de ce nouveau webinaire portant sur l'optimisation des performances sportives à l'aide de l'alimentation et des suppléments. Alors, le webinaire est intitulé Mythe versus réalité puisqu'on sait très bien que énormément de faussetés circulent sur le sujet. Alors, mon nom est Chantalane Dumas, je suis naturopathe et conseillère médicale pour AOR. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter concernant les mythes et la réalité dans le monde des suppléments. Alors, tout d'abord, nous allons regarder la question de la nutrition, de l'alimentation sportive et pour constater que le timing fait toute la différence. Donc, ce n'est pas seulement une question des aliments consommés, mais à quel moment nous devons les consommer. Ensuite, nous allons regarder l'utilité de certains suppléments dans le sport. Encore une fois, toujours avec une approche d'évidence versus les mythes. Alors, mon objectif consiste évidemment à vous fournir les moyens d'acquérir les connaissances afin de maximiser les avantages de la nutrition et de la supplémentation dans le but d'optimiser vos performances sportives et de vous permettre de faire des choix qui s'appuient sur les dernières recherches scientifiques et non pas sur des mythes. Alors, les activités sportives reposent sur une nutrition adéquate et nous allons voir pourquoi est-ce si important. Alors, pourquoi la nutrition et la supplémentation sont-elles particulièrement importantes dans le cas des athlètes? Tout simplement parce que elles vont nous permettre d'aller chercher un avantage concurrentiel sur lequel nous avons tout à fait un pouvoir, c'est-à-dire que nous pouvons contrôler cet élément variable. Donc, l'aspect génétique, nous le savons, va faire une différence, mais malheureusement, ce n'est pas un aspect sur lequel nous avons un pouvoir direct, alors que l'alimentation et les suppléments, alors là, oui, évidemment, nous pouvons agir afin d'optimiser notre performance. Le fait d'avoir une alimentation adaptée à notre entraînement physique va nous permettre de minimiser l'impact de la douleur, également celui de la fatigue pour aller chercher vraiment tous les nutriments qui seront nécessaires à la récupération et à la production énergétique. Une bonne alimentation, une bonne supplémentation vont nous permettre également d'améliorer notre temps d'entraînement. Donc, évidemment, si on est mieux entraîné, on pourra aussi optimiser la performance sportive et obtenir de meilleurs résultats. Alors, en termes de nutrition et de suppléments, la question du timing, comme je le mentionnais, est très importante. Alors, il faut bien choisir le type d'aliments, c'est-à-dire des aliments qui contiennent des protéines de bonne qualité, également combinés avec des glucides, puisque nous le savons, les glucides sont nécessaires à l'absorption des protéines, mais également des lipides ou des gras qui seront des gras de bonne qualité et non pas des gras saturés. La quantité va être importante. Il faudra bien regarder le nombre, la quantité de grammes de protéines consommées. Nous allons voir ça ensemble un petit peu plus loin. Et également, du côté des suppléments, quel type de dosage nous devons viser et le timing, encore une fois, de la supplémentation pour maximiser l'absorption. Alors, les suppléments, les nutriments vont nous permettre de minimiser les risques de blessures. Un muscle bien nourri, des tendons, des nerfs bien nourris vont évidemment mieux résister à l'impact de l'activité physique. Ça va nous permettre d'optimiser nos performances athlétiques et en cas de blessure, de favoriser un rétablissement plus rapide, mais aussi le rétablissement entre les différents workouts. Alors, la nutrition sportive, en un mot, ça s'appuie en premier lieu sur une hydratation qui est adéquate. L'importance de l'eau, elle est vraiment, vraiment capitale. C'est pourquoi ici, c'est la base de notre pyramide et on va en rediscuter un peu plus loin. Le régime, comme on disait, glucides de bonne qualité, glucides complexes, protéines également de bonne qualité, des lipides dans les bonnes proportions et les bons types de lipides, les aliments fonctionnels tels que par exemple la protéine de lactosérum et des nutriments plus spécifiques, pensons entre autres aux antioxydants. Alors, la nutrition, du côté vraiment alimentation de base, le régime doit s'appuyer
sur des glucides qui vont nous permettre d'aller chercher notre carburant. Hein. Les glucides servent de source de combustible pour la cellule. Alors, ce qu'on va viser ici, c'est des glucides qui seront des glucides complexes et des glucides qui seront le moins raffinés possible, évidemment. Ensuite, les protéines, elles, vont servir de blocs de construction, bon, notamment pour les muscles, mais également pour la masse musculaire et d'autres systèmes dans notre corps. Quant aux lipides, ils seront une source d'énergie complémentaire. Alors, le corps, dans un premier temps, va utiliser les glucides disponibles et ensuite, il va se mettre à utiliser les lipides pour aller chercher son énergie de fond ou son énergie d'endurance. Les lipides sont également très importants au niveau du fonctionnement cellulaire puisqu'ils constituent la membrane des cellules, donc l'endroit où les neurotransmetteurs ou les hormones vont transmettre leur message et donc tout l'aspect également du fonctionnement du système nerveux, contraction des fibres musculaires, etc., etc. Donc, les trois sont d'égale importance. Hein. On pense souvent aux protéines quand on pense aux athlètes, mais finalement, les glucides et les lipides sont tout aussi importants. Les trois travaillent, nous le savons, en synergie. Alors, quel type de repas devons-nous privilégier en préactivité, c'est-à-dire environ 3 heures avant la période d'entraînement? Alors, nous voulons un petit repas qui va comporter des glucides et des protéines. Un petit repas parce qu'évidemment, un repas trop lourd, nous le savons, après un repas trop lourd, on a tendance à s'endormir, alors que là, nous voulons mobiliser notre énergie dans la masse musculaire, dans nos extrémités. Alors, on ne veut pas que l'énergie soit concentrée au niveau de la digestion. Alors, ça s'agira d'un petit repas qui contiendra des glucides et des protéines, qui sera faible en gras et en fibres également, parce que les gras et les fibres vont ralentir la digestion et donc pourraient entraver le bon fonctionnement de notre compétition ou de notre entraînement. L'eau, nous allons chercher à atteindre 500 à 1000 millilitres de liquide, c'est-à-dire l'équivalent de 2 à 4 verres d'eau. Nous privilégions toujours une eau qui sera le plus près possible de 100 parties par million. Dans le cas de performance sportive, c'est sûr qu'on peut y rajouter des suppléments d'oligo-éléments, comme par exemple Trace Mineral et Quinton, ce type de suppléments, pour remplacer finalement les électrolytes que nous perdons avec la sueur durant l'entraînement. Et donc, en termes de préparation, si on veut, à notre événement sportif, nous visons 500 à 1000 millilitres de liquide. Alors, la clé de ce petit repas au niveau des glucides, ce sera évidemment de fournir des glucides de bonne qualité qui vont minimiser la dégradation des protéines, donc les rendre digestibles plus longuement, si on veut, et en se rappelant toujours que les glucides sont la source d'énergie la plus rapide qui vont prévenir la fatigue. Alors, l'exemple d'un repas qui serait adéquat en période de pré-entraînement, ça pourrait être par exemple une demi-poitrine de poulet avec une petite portion de riz brun qui l'accompagne et on pourrait aussi rajouter quelques légumes cuits à la vapeur ou sautés et accompagner le tout de 2 verres d'eau. Je recommanderais évidemment d'étaler la prise des verres d'eau sur les 3 heures comme telles afin de ne pas créer un sentiment là, de plénitude. Alors, pour ce qui est de notre objectif durant l'activité physique ou la compétition comme telle. Alors, notre but sera évidemment de repousser l'apparition de la fatigue, hein, donc pour pouvoir maximiser la performance sportive sur une plus longue échelle de temps. Alors, du côté de l'hydratation, nous devons penser à consommer 0,25 litres, c'est-à-dire 250 millilitres environ toutes les demi-heures, ou évidemment se laisser guider par notre soif. Mais l'idéal, c'est toujours de boire avant d'avoir le sentiment de soif, parce qu'à ce moment-là, la déshydratation a déjà commencé à faire son œuvre. La question des boissons sportives, on dit qu'on n'a pas besoin d'utiliser une boisson sportive avant au moins 60 minutes ou 1 heure d'activité, de la pratique d'activité physique intense. Bon, il faut se rappeler que ces boissons-là sont très élevées en sucre. Bon, souvent, ils vont contenir des colorants et donc un paquet de trucs dont on a plus ou moins besoin. Mais donc, c'est pourquoi on va les recommander une fois l'exercice déjà bien entamé. L'exception à cette règle serait évidemment si vous devez performer dans des conditions climatiques qui seraient intenses ou extrêmes.
Alors, la question des liquides, encore une fois, va varier parmi les athlètes parce que certains vont transpirer plus que d'autres, alors ils auront besoin de boire plus d'eau. Pour ce qui est d'après l'activité physique, donc on se donne une fenêtre d'environ 2 heures, c'est un moment idéal pour refaire le plein parce que nos enzymes digestives sont très, très, très actives. Elles cherchent évidemment à refaire nos réserves, que ce soit au niveau des glucides ou des protéines, puisque le but, c'est de refaire donc reconstituer nos réserves d'énergie. Alors, il faudra également penser à se réhydrater. Il faudra consommer au moins 1,5 litre d'eau suite à la pratique d'une activité physique intense. Et au minimum, il s'agirait de 2 grands verres d'eau durant la soirée. Donc, ils vont constituer 500 ml, mais il faut essayer de boire le 1,5 litre dans le courant du reste de la journée. Alors, notre première priorité, tout de suite après l'activité physique, ça va être de consommer des glucides simples. Ça pourrait être, par exemple, des fruits, des barres granola. Dans ce cas-ci, on pourrait prendre la fameuse boisson sportive. Ou, l'idéal, selon moi, c'est le shake protéinique dans lequel on peut rajouter une petite quantité de jus ou encore des fruits frais. Notre deuxième priorité, donc environ 60 minutes après la pratique de notre activité physique, sera de consommer à ce moment-là un repas qui sera composé à 2 pour 1 de glucides versus protéines. Donc, par exemple, vous auriez dans ce cas-ci 10 grammes de glucides pour 20 grammes de protéines. Du côté des glucides, on va chercher des glucides simples, comme par exemple le riz, les pâtes ou les pommes de terre. Encore une fois, préférable d'aller du côté, par exemple, du riz complet, des pâtes complètes également, parce que quand vous prenez des aliments complets, vous allez garder vos vitamines du groupe B qui sont aussi très, très, très importantes pour la performance sportive, parce que les vitamines du groupe B permettent l'utilisation des glucides et également des acides gras, mais finalement aussi des protéines. Donc, sans vitamine B, on a un problème. Alors, le fait d'aller chercher déjà du riz et des pâtes complètes et non blanchies vous permet d'aller chercher une certaine quantité de vitamine B. Ensuite, les sources de protéines de bonne qualité, il faut les répartir évidemment tout au long de la journée, mais pensez à en consommer quand même un bon 20 grammes après la pratique d'une activité physique intense. Alors, des exemples de collation idéale, comme nous l'avons mentionné, ça pourrait être un shake à base de lactosérum, de protéines de lactosérum, encore granola, un plat de pâtes, des noix, et ainsi de suite. Alors, qu'en est-il de la supplémentation au niveau des suppléments nutritionnels? Alors, quelle est la quantité de protéines nécessaire pour reconstruire le tissu musculaire? Alors, évidemment, une des premières choses à faire, c'est d'évaluer quel est notre besoin. Si on est une personne sédentaire, eh bien, environ 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel va suffire. Si vous pratiquez une activité d'endurance, on va regarder plus à aller vers 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel. Et si vous pratiquez plutôt un exercice faisant appel à la force et la puissance, on pense par exemple à lever des poids et haltères ou d'autres exercices qui vont solliciter grandement votre masse musculaire, à ce moment-là, il faudra s'approcher plus du 2 g de protéines par kilo de poids corporel. Alors, vos protéines, vous voulez toujours les répartir le plus possible dans la journée. Chaque repas, plusieurs athlètes vont favoriser la formule des 5 petits repas par jour plutôt que de 3 gros repas. Et donc, on devra chercher à avoir un régime quotidien qui comporte des protéines de bonne qualité. Mon collègue, le docteur Paul Arcal, en suggère sur son site Internet. Alors, malheureusement, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas si simple que d'atteindre la quantité recommandée de protéines. Si on pense, par exemple, à la personne sédentaire de tout à l'heure, dont on disait qu'on aurait besoin d'1 gramme de protéines par kilo. Donc, 1 gramme de protéines par kilo, si on prend un adulte moyen, par exemple, de 75 kilos, il faudrait avoir donc minimalement 75 grammes de protéines dans l'alimentation. Ici, on est à 102 grammes, donc on parle déjà de quelqu'un
qui est un peu plus actif physiquement ou qui a un poids un peu plus élevé. Alors, pour atteindre 150 grammes de protéines par jour, qui était l'objectif visé par cette personne, on a vu que le petit déjeuner comportait 12 grammes, le dîner 10 grammes, la collation 20 grammes, donc probablement des barres protéinées ou un shake, et un souper qui en comportait 60 grammes. Alors, au total, on était à 102 grammes de protéines par jour et non pas 150, donc on était quand même à court de 48, c'est-à-dire que on manquait donc l'objectif par un tiers. Alors, il y a des exemples de quantité de protéines sur votre gauche et vous voyez que, bon, par exemple, une portion de saumon sauvage comporte 35 grammes de protéines, le poulet, même affaire. Alors, à moins de manger 3 repas de poulet ou de saumon, tout ça par jour, c'est assez difficile si on a recours seulement à l'alimentation d'atteindre l'objectif visé. Et la raison pourquoi les protéines sont tellement importantes, c'est que quand vous pratiquez une activité physique, ce que vous faites en fait, c'est que vous créez des micro-lésions sur votre masse musculaire. Le tissu commence donc à être dégradé et le corps, pour faire face à une prochaine agression, c'est-à-dire que l'exercice pour lui sera perçu comme une agression, il va reconstruire ou reconstituer sa fibre musculaire de façon plus solide. Alors, pour ce faire, c'est là qu'il va incorporer les protéines. Alors, comme on le sait, souvent ce travail de réparation est fait durant la nuit. Alors, on fait l'exercice dans la journée, on affecte la dégradation du tissu musculaire qui, elle, pour se récupérer, absorbera donc les protéines en soirée ou après l'exercice pour se refaire plus forte afin de faire face à une nouvelle agression. Alors, quel est le type de protéines que nous allons recommander? En fait, ça dépend encore une fois du besoin. Le lactosérum, communément appelé le petit lait ou le whey, est la forme de protéine qui a l'absorption la plus rapide. Donc, les gains au niveau de la force et de la masse musculaire seront plus importants. La caséine, quant à elle, va bénéficier d'une absorption qui sera beaucoup plus lente. On va mettre environ 7 heures pour absorber la caséine. Mais ça va servir de meilleur dépôt de protéines. Donc, on suggère de la prendre, par exemple, le soir avant de se coucher. Donc, c'est pour les gens qui s'entraînent de façon très régulière. Les athlètes, par exemple, qui feront 4, 5, 6 entraînements par semaine, vont favoriser la caséine le soir au coucher. Bon, d'une part, parce que ça va permettre d'aller faire des réserves de protéines, mais aussi, sachant que la caséine est élevée en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, et ça pourrait favoriser donc le sommeil. Les œufs sont une autre source de protéines de très, très, très bonne qualité. Ils sont particulièrement riches en acides aminés comme le soufre, donc en acides aminés soufrés. Les légumes, quant à eux, ont un très faible score, donc on les utilise comme source dans notre régime alimentaire, mais c'est très, très difficile d'atteindre des taux de protéines intéressants en ayant seulement recours à l'alimentation, c'est-à-dire de type végétarienne, là, en incluant les légumes et les légumineuses. Alors, même si les sources alimentaires doivent constituer notre première source ou notre premier apport de protéines, il faut très souvent, pour des raisons pratiques, avoir recours à des suppléments protéinés afin de compléter. Alors, idéalement, ce serait d'avoir recours à un supplément de petit lait qui contient la forme lactosérum, mais également un peu de caséine afin d'étirer, si on veut, le temps d'absorption du produit. Alors, les protéines de lactosérum ou de whey sont la meilleure option pour augmenter la force et la taille du muscle. Le lait, comme tel, consommé nature, si on veut, contient 20 de lactosérum. Dans une étude clinique où on avait administré 15 grammes de lactosérum en pré-exercice et en post-exercice, donc avant et après, on a vu que l'augmentation de la masse musculaire maigre et des fibres musculaires transversales de type 2 a vraiment été améliorée. Alors, les formes à privilégier seraient soit l'hydrolysa de petit lait, la protéine de petit lait isolée ou la protéine concentrée, et souvent, les produits vont combiner ces trois formes ou deux des trois formes. Alors, la meilleure synthèse des protéines musculaires se fait à partir du lactosérum si on compare, par exemple, à la caséine ou à la protéine de soya.
La cystéine est une composante importante de la protéine de lactosérum et sert de précurseur dans la formation du glutathion. Et le glutathion, comme on le sait, est notre principal élément antioxydant du corps, très important également au niveau de la détoxification hépatique. Un des produits très intéressants dont j'aimerais vous parler, c'est le Advanced Whey que Aware propose, qui contient donc 22 grammes de protéines. Il combine la forme isolée et la forme concentrée de protéines de petit lait. Et également, il est très riche en fractions protéiques bioactives, soit la bêta-lactoglobuline, l'alpha-lactalbumine et la lactoférine. Donc, ces composantes vont ajouter une dimension immunitaire au produit. Donc, le produit va favoriser une très, très bonne résistance immunitaire et également, comme toute bonne protéine de petit lait, il va favoriser la masse musculaire. Lorsque vous achetez un supplément de protéines, il y a vraiment deux niveaux de qualité. C'est important de regarder pour des protéines qui ont été transformées adéquatement. Souvent, les gros formats de protéines qui se vendent très peu cher dans les gyms et tout ça sont des protéines qui ne sont pas de très bonne qualité. Des protéines qui vont contenir souvent beaucoup trop de sucre pour le besoin de la moyenne des gens et peuvent contenir aussi beaucoup d'additifs. Donc, c'est important d'aller chercher une protéine qui soit de bonne qualité. L'autre avantage de ce produit que j'aime beaucoup personnellement, c'est sa facilité de digestion et aussi à le mélanger. Je vous avoue que ce produit-là, même juste à le mélanger dans une bouteille d'eau, vous allez avoir une belle texture de produit comparativement à beaucoup d'autres protéines qui sont disponibles sur le marché. Donc, la protéine de lactosérum va favoriser l'immunité dans ce cas-ci parce que nous avons les fractions bioactives dont je vous ai parlé, la perte de poids, le sommeil, puisque précurseur de substances comme la sérotonine, et la fonction antioxydante de par son aspect précurseur de glutathion également. Alors, combien doit-on consommer de protéines de lactosérum? Bon, selon les études cliniques, à partir de 10 grammes, nous allons ressentir des effets. Le dosage optimal étant situé plutôt autour de 20 à 40 grammes. Idéalement, il faut la consommer d'1 heure à 3 heures après avoir complété votre activité physique. Et on n'en a pas besoin durant l'exercice comme tel, à moins qu'on ait jeûné pendant une période supérieure à 3 heures précédant notre activité. Ce qui va être important, ça va être encore une fois de maintenir l'apport en protéines constant au niveau de la journée comme telle. Alors, après l'exercice, on va favoriser, comme je disais, le lactosérum. Durant la journée, on va aller chercher nos formes alimentaires. Et avant de se coucher, si on veut rajouter un supplément de caséine, ce serait le bon temps pour le faire. Alors, est-ce que l'apport élevé en protéines est sécuritaire? Si on a des reins en santé, toutes les études cliniques nous disent que oui. Évidemment, s'il y a déjà une maladie du rein qui est existante et qu'on surcharge trop, mais vraiment trop en protéines, ça pourrait aggraver la maladie existante. Au niveau de la santé des os, les protéines sont également très bénéfiques, notamment chez les personnes âgées. Donc, elles devraient faire partie d'un régime équilibré. Et pour les personnes chez qui le fardeau acide est très important, il faut faire attention à ce moment-là à la prise de protéines animales, comme par exemple la viande rouge, qui risque d'aggraver ce fameux fardeau acide. La question aussi des allergies, je voulais mentionner qu'on me pose souvent la question au niveau lactosérum. Le lactosérum, comme tel, ne contient pratiquement pas de caséine. En général, la fraction du petit lait qui va être allergisante ou du lait ou des produits laitiers, c'est donc la protéine dans le produit qui est, dans ce cas-ci, la caséine. Mais le lactosérum, quant à lui, n'est habituellement pas problématique, même pour les gens qui sont intolérants. Si vous êtes très sévèrement allergique à la protéine bovine, à ce moment-là, il faudrait procéder avec plus de soins. Alors, pourquoi les barres protéiniques ont-elles une si haute teneur en sucre? Bon, il faut qu'il y ait un minimum de sucre, mais encore là, la qualité va être importante parce que les produits de bonne qualité en général vont contenir un peu moins de sucre. Alors, les glucides sont importants. Comme vous le savez, quand vous consommez des glucides, vous augmentez votre taux de glycémie, ce qui va entraîner une libération d'insuline de la part de votre pancréas.
Et une fois que l'insuline est libérée, ça va favoriser l'absorption des acides aminés présents. Donc, les acides aminés que le corps va trouver sur son chemin, si vous venez d'en consommer dans votre shake ou dans vos barres de protéines, seront à ce moment-là, de façon préférentielle, absorbés dans votre muscle. Alors, on voit ici un exemple d'une barre de protéines qui contient 25 grammes de protéines, mais 40 grammes de sucre. Qu'en est-il des fameux acides aminés ramifiés, ce qu'on appelle souvent les branch chain aminoacides en anglais? Alors, dans le produit qu'on vous propose chez AOR, c'est une combinaison de leucine, d'isoleucine et de valine dans les proportions de 2-1-1. Et ça provient 25% du lactosérum, donc la base du produit étant le lactosérum qui est enrichi dans ces 3 acides aminés dans les bonnes proportions. Leur fonction est de stimuler la voie mTOR qui est finalement impliquée dans le renforcement musculaire. Leur fonction, c'est d'augmenter l'équilibre des protéines. Elles vont réaliser ça en diminuant le taux de dégradation des protéines, en augmentant le taux de synthèse protéique et finalement la combinaison des deux aspects va faire qu'on va atteindre un meilleur équilibre protéique. Les acides aminés ramifiés vont également réduire la sensation de fatigue. Elles vont servir d'antagonistes au tryptophane. Donc, le tryptophane, on l'a vu, c'est un précurseur de la sérotonine et donc de la mélatonine qui nous amène vers le sommeil. Bon, évidemment, ça va servir d'antagoniste durant le mouvement. Hein. Vous n'aurez pas de problème de sommeil parce que vous consommez des acides aminés ramifiés. Et également, les acides aminés vont permettre la resynthèse du glycogène, c'est-à-dire que vous allez être capable de restocker vos réserves de sucre. Alors, qu'en est-il des acides aminés à chaîne ramifiée? Ils sont bénéfiques pour les athlètes d'endurance parce que, comme on l'a vu, ils vont permettre la diminution de la dégradation des protéines, ils vont diminuer l'état de fatigue et favoriser la resynthèse du glycogène. Au niveau des athlètes de puissance, ils vont stimuler la synthèse des protéines, donc permettre la reconstruction d'une bonne masse musculaire. Alors, encore une fois, on cherche un produit qui contient la leucine, l'isoleucine et la valine dans des proportions de 2-1-1. Et c'est à prendre avant et après l'exercice, même principe que la protéine de petit lait, donc pas nécessaire durant l'activité physique. Le prochain supplément dont nous allons discuter ensemble, c'est la créatine. Alors, la créatine, est-ce qu'elle est bénéfique ou nuisible à la santé des athlètes ou de la population en général? En fait, la créatine s'avère être un supplément très bénéfique et très sécuritaire. Il permet d'augmenter la capacité d'exercice de haute intensité ainsi que la masse maigre lors de l'entraînement. 10 à 15 d'améliorations ont été notées au niveau de la force et de la performance anaérobique suite à la prise de créatine et des gains de muscles multipliés par 2 ou doublés, c'est-à-dire une prise de 2 à 4 livres en un espace de 4 à 12 semaines. On se sert aussi de la créatine dans d'autres applications médicales, notamment maladie d'Alzheimer, Parkinson, immobilisation de fractures, etc. Donc, en termes de forme de créatine, celle qui est de loin la plus étudiée est ce qu'on appelle le monohydrate de créatine. La dose, ce qu'on cherche à faire, c'est d'atteindre une concentration maximale au niveau du muscle. Alors, habituellement, on va procéder en mettant en place d'abord une période qu'on appelle la période de charge ou de loading en anglais. On va prendre, dans ce cas-ci, une dose de 25 grammes, soit 5 grammes 4 fois par jour, et on va faire ça durant 2 à 3 jours. Suite à cette période de charge, on va faire ce qu'on appelle un cycle de charge. Donc, on va faire une prise durant 3 à 5 jours chaque 3 à 4 semaines. Donc, vraiment, on va procéder de façon cyclique puisque le but, c'est toujours de refaire nos réserves. Alors, la dose minimale qu'on devrait utiliser, c'est 3 à 6 grammes à toutes les 4 à 12 semaines. Alors, on parle évidemment d'athlètes qui veulent maximiser leur performance sportive et leur masse musculaire. Alors, l'utilisation optimale de créatine va être avec la prise concomitante de glucides, donc pour aller chercher l'effet au niveau de l'insuline dont nous parlions tout à l'heure, et avec des protéines. Alors, la créatine va permettre d'augmenter la masse corporelle d'environ 1 à 2 kg
la première semaine de chargement et ensuite, donc, selon les cycles auxquels nous allons procéder. Mais évidemment, il faut s'entraîner, il faut prendre des protéines, il faut prendre des glucides du point de vue alimentaire. La créatine a un excellent profil d'innocuité. On a des études cliniques qui sont faites à long terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, et on peut même recommander la créatinine chez les enfants et les personnes âgées. Prochain mythe que nous allons aborder, c'est la question des gras alimentaires. Est-ce que les athlètes doivent avoir un régime faible en gras? Alors, la réponse est non. Une étude qui a été réalisée en 2008 a démontré un risque accru de traumatisme répété dans le groupe avec faible consommation de gras chez les filles. Si les gras représentent moins de 30% des calories totales, on rencontrait un risque de blessure qui était 2,5 fois plus élevé chez ces filles-là. L'apport en lipides, imaginez-vous, était le meilleur prédicteur alimentaire qui a permis de prédire dans 64% des cas les blessures à venir. Donc, quand les filles ne consommaient pas de gras, elles étaient 2,5 fois plus à risque de se blesser. Alors, pourquoi en est-il ainsi? Bon, deux raisons principales. D'abord, c'est que les acides gras de type oméga 3, par exemple le PA-DHA, ont des propriétés anti-inflammatoires, donc elles permettent de réduire l'inflammation. Et deuxièmement, c'est qu'elles permettent la bonne absorption des vitamines liposolubles, donc telles que les vitamines A, D, E et K. Donc la vitamine D, comme nous le savons, est particulièrement importante au niveau de l'ossification. Alors si on est carencé en vitamine D parce qu'on n'a pas assez de gras, eh bien évidemment, ça va affecter notre masse osseuse. Alors, les autres études qui ont été réalisées par ces auteurs nous montrent que le faible taux de gras était aussi directement relié au stress et au risque de fracture. S'il n'y a pas assez de gras, on sait que le gras va aussi servir de précurseur aux hormones stéroïdiennes comme les estrogènes. C'est un fait d'ailleurs bien connu que les athlètes de haut niveau vont souvent avoir un arrêt de leur cycle menstruel parce que leur taux de gras est rendu beaucoup trop bas. Et également, donc, la fameuse action anti-inflammatoire dont nous avons discuté. Si on manque d'acides gras, nous aurons aussi une mauvaise qualité de cicatrisation, puisque, bon, faible énergie, également faible réparation cellulaire et donc production d'ATP. Alors, la mauvaise cicatrisation peut être reliée à un manque d'acides gras. Ça peut aussi être relié à un manque de vitamine E, un manque de vitamine A, un manque de zinc. Donc, différents facteurs peuvent expliquer la mauvaise cicatrisation. Mais si on trouve, par exemple, l'inflammation fréquente, certains petits, la petite peau de poule là, derrière les avant-bras, c'est des signes là, qui peuvent nous pointer en direction d'une carence en oméga 3. Alors, ensuite, que les athlètes, ou même, je dirais, tous les gens, peuvent bénéficier d'une supplémentation en oméga 3, bien sûr. Les oméga 3, donc, vont permettre de réduire l'inflammation, de réduire le rythme cardiaque et la consommation d'oxygène. Ils vont permettre d'augmenter la masse musculaire maigre et de réduire également le taux de cortisol, qui est la fameuse hormone de stress sécrétée par nos glandes surrénales. Alors, l'objectif avec les oméga 3 serait également d'augmenter nos antioxydants parce que l'exercice comme tel va déjà produire beaucoup de radicaux libres et on sait que les oméga 3 vont aussi produire des radicaux libres. Alors, il faudra viser à avoir un régime très élevé en antioxydants qui proviendra donc des fruits et des légumes. Alors, en termes de dosage, nous chercherons à atteindre des quantités de PA-DHA, qui sont nos principes actifs à l'intérieur des oméga 3, variant de 2 à 4 grammes par jour. Alors, en résumé, la question de l'apport des acides gras pour les athlètes. Alors, pour la santé générale, l'équilibre et le type de gras sont la clé. Plus spécifiquement pour les athlètes, il faudra viser une très grande consommation d'oméga 3, mais éviter les mauvais gras, les gras saturés, les oméga 6. Alors, une dose modérée constituerait 2 grammes de PA par jour et ça va nous permettre à ce moment-là de prévenir les blessures et traiter les blessures et de favoriser la production énergétique. Mais on pourrait aller jusqu'à 4 grammes, donc toujours en fonction des besoins de l'individu, en fonction du fait que la personne consomme du poisson dans son alimentation ou n'en consomme pas,
bon, etc., en tenant ce type de variable en ligne de compte. Bon, alors, au niveau des antioxydants, on dit que la prévention constitue la meilleure médecine. Alors, comme nous l'avons vu, l'exercice génère du stress oxydatif. Le stress oxydatif joue un rôle dans le dommage musculaire, mais par contre, le processus de guérison a aussi besoin de radicaux libres. Alors, on a des résultats qui sont un peu controversés dans les études. Les études sont habituellement faites seulement avec la vitamine C, la vitamine E. Ce ne sont pas toujours des études de bonne qualité. Donc, ce qu'on sait par contre, c'est que ça ne va pas directement aider au niveau ergogénique, c'est-à-dire au niveau de la production de masse musculaire. Et donc, jusqu'à preuve plus étoffée, je dirais, nous allons donc proposer d'aller chercher les antioxydants du côté alimentaire. Il y aurait un antioxydant particulier qu'on pourrait proposer pour ce qui est des athlètes, c'est l'astaxanthine, qui est un antioxydant très puissant, 550 fois plus puissant que la vitamine E. Je mets toujours les gens en garde un petit peu contre ce type de réclame, puisque chaque antioxydant a un rôle à jouer dans le corps. Donc, c'est difficile de dire tel antioxydant est plus performant qu'un autre. Le but avec les antioxydants, c'est toujours de les utiliser en synergie. Donc, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que si vous prenez deux antioxydants conjointement, vous aurez toujours plus d'effet qu'une plus grande dose d'un seul antioxydant. Alors, les études démontrent que la staxanthine réduit la douleur musculaire durant l'entraînement. Elle permet également de diminuer le taux d'acide lactique. Donc, ça, c'est intéressant, surtout pour les personnes qui se remettent à l'entraînement. Et vont permettre également d'accroître la résistance. Alors, la petite dose de 4 à 6 mg est requise pour aller chercher ces bénéfices intéressants. Et la staxanthine a évidemment une panoplie d'autres avantages intéressants. Par exemple, elle va permettre d'améliorer la santé oculaire. Au niveau de la santé gastrique, tout ce qui est muqueuse gastrique vont être bien protégées. Au niveau de la santé cardiovasculaire, etc. Donc, petite pilule avec beaucoup d'avantages, donc un supplément à considérer pour optimiser votre santé. Grande autre question, est-ce que les athlètes devraient être végétariens? Alors, c'est sûr que la diète végétarienne est associée à plusieurs bénéfices au niveau de la santé, comme la diminution de la pression artérielle, la prévention des dommages oxydatifs de l'exercice par son apport riche en antioxydants, également va réduire le taux de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc., etc. Alors, tous ces antioxydants, ces vitamines vont permettre une meilleure récupération. On dit que dans une voiture de haute performance, on a besoin de mettre une essence de type suprême. Alors, c'est vrai. Par contre, les obstacles à l'alimentation végétarienne, c'est toujours la question d'obtenir suffisamment de protéines pour aller favoriser donc la régénération de vos muscles qui sont endommagés par l'entraînement. Ensuite, il y a une question de biodisponibilité, une question de digestibilité. Par exemple, beaucoup de personnes ont de la difficulté à digérer tout ce qui est légumineuse, qui est finalement une bonne source de protéines, mais pas très digeste pour le commun des mortels. Et l'autre objectif, c'est de remplir le profil des acides aminés, donc essayer d'avoir au total quand même des protéines qui seront le plus complètes possible. L'autre point au niveau des athlètes végétariens, c'est qu'on risque d'avoir certaines carences, par exemple au niveau du fer et des vitamines du groupe B, notamment de la vitamine B12. Ces vitamines sont beaucoup plus présentes, en fait, ces vitamines et ce minéral qui est le fer, beaucoup plus présentes dans les produits d'origine animale. Alors souvent, il faudra compléter l'alimentation végétarienne par une multivitamine de très bonne qualité comme le OrthoCore ou encore comme un supplément de vitamines du complexe B comme le Advance B complexe. Alors, l'autre danger, ce serait de ne pas avoir suffisamment de gras au niveau de l'alimentation. Alors, la réponse, est-ce que les athlètes devraient être végétariens, est difficile. Ce qu'il faut faire, c'est être très vigilant pour s'assurer d'une consommation adéquate et au besoin d'utiliser des suppléments pour complémenter. Alors évidemment, il y a, comme on disait, des avantages à l'alimentation végétarienne. On voit que de plus en plus de sportifs se tournent vers le régime composé de légumes parce que notamment la viande et l'amidon sont difficiles à digérer et sont pro-inflammatoires.
Au niveau de la question de l'acidose métabolique ou intramusculaire, qui est la principale cause de fatigue durant l'exercice intense à cause de son accumulation là, de métabolites ou de résidus acides, lorsque le muscle carbure plus, ben, il produit plus de déchets acides, évidemment. Dans une étude, on a vérifié l'utilisation du bicarbonate de sodium avant et après un match de tennis et on a vu que le bicarbonate avait permis de réduire l'acidité cellulaire et d'augmenter les performances durant le match. Alors, ce qui peut nous servir aussi d'agent tampon, donc pour aider à neutraliser l'acide, ça sera la bêta-alanine, qui est donc un acide aminé, encore une fois, qui va permettre d'augmenter le taux de carnosine. La carnosine va à ce moment-là agir comme tampon musculaire. La carnosine réduit la fatigue dans l'exercice d'endurance de haute intensité et l'application clinique chez les personnes âgées ou dans le cas de maladies cardiovasculaires a également été validée dans des études. On a utilisé de 3 à 6 grammes par jour en dose divisée qui était inférieure à 800 mg. Les seuls effets secondaires sont des symptômes de paresthésie, mais dans ce cas, c'était quand les doses étaient supérieures à 800 mg par prise. Donc, on pourrait suggérer un supplément de carnosine. On voit que la carnosine est maintenant reconnue comme un puissant antioxydant également. Elle possède de multiples mécanismes d'action dans le corps, dont la clé se situe au niveau de la transmission nerveuse et de la contraction musculaire. Elle va servir, comme on l'a dit, de tampon contre l'acide lactique. Plusieurs recherches prometteuses dans le cas de d'autres applications, dont certaines maladies. Et le produit de carnosine qu'on recommande chez AOR est donc un produit qui contient 500 mg par capsule, qui amène votre besoin à 2-3 capsules par jour. Qu'en est-il des extraits botaniques? Bon, encore une fois, les réponses ne sont pas toujours claires. Le jus de canneberge pourrait diminuer la douleur musculaire post-exercice. Le rhodiola améliore la concentration et le focus. Pourrait posséder des capacités antioxydantes. Il y a peu d'essais, les résultats, encore une fois, sont mitigés. Bon, le gingembre, on le sait, permet de réduire la fatigue. C'est un excellent adaptogène. On a vu qu'il a été impliqué dans plusieurs études cliniques et c'est probablement un des suppléments les plus étudiés, mais on mentionne qu'il faudrait encore d'autres études. Alors, est-ce que les suppléments botaniques sont sécuritaires et bénéfiques pour les athlètes? Alors, la question qu'on doit se poser avant tout, c'est est-ce qu'ils fonctionnent? La réponse, c'est bien sûr. Au niveau de la performance sportive, bon, possiblement, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'études qui ont été faites spécifiquement au niveau du sport pour pouvoir être catégoriques. Souvent, en fait, c'est des études qui ont été réalisées chez les animaux qu'on extrapole aux humains. Un des points qu'il faut valider lorsque vous consommez des suppléments à base de plantes, c'est qu'il faut se méfier des extraits non standardisés. Très important que s'assurer que la quantité de principes actifs disponibles à générer un effet clinique thérapeutique soit présente. Ensuite, l'oxyde nitrique. Alors, l'oxyde nitrique est un nouveau produit dans la scène sportive et des suppléments canadiennes. L'oxyde nitrique, qui est fait de façon naturelle par notre corps, augmente le flux sanguin, donc la livraison du sang au tissu, augmente la production énergétique dans les mitochondries, donc dans les petites cellules qui sont comme les petits moteurs de notre corps. On ne comprend pas encore complètement toutes les applications de l'oxyde nitrique, mais on sait que c'est nécessaire à une foule de fonctions dans notre corps. Le point qui est malheureux, c'est qu'on ne peut pas supplémenter directement l'oxyde nitrique. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau des athlètes? Alors, on avait pour habitude de supplémenter la L-arginine afin de produire l'oxyde nitrique. On sait aujourd'hui que c'est une voie qui n'est pas toujours très efficace parce que pour être convertie en oxyde nitrique, l'arginine a besoin de certaines enzymes qui fonctionnent dans un pH optimal. On vient de le voir, souvent l'athlète est une personne qui sera un peu plus acide à cause de l'acide lactique et l'arginine, pour être convertie en oxyde nitrique, a également besoin d'un taux d'oxygène optimal et on peut se retrouver dans des conditions d'hypoxie pendant l'entraînement ou dans le cas de certaines maladies.
Alors, une façon qu'on a trouvée qui était beaucoup plus efficace, c'est via les nitrates qu'on appelle inorganiques, qu'on retrouve dans l'alimentation. Donc, par exemple, les betteraves, les épinards sont des aliments qui sont très riches en nitrates. Et les nitrates sont convertis dans notre corps. Donc, on a tout un système de conversion de nitrates en nitrite, ensuite en oxyde nitrique. Et cette voie de conversion est très efficace et va supplémenter à ce moment-là au besoin de la quantité d'oxyde nitrique dont nous aurons besoin. Le malheur, c'est que les betteraves, les épinards, ce type d'aliments ne sont pas nécessairement les aliments qu'on privilégie dans notre alimentation nord-américaine. Alors, il y a également des études qui ont été faites au niveau du sel. On voit que le sel va favoriser la production d'oxyde nitrique. Évidemment, ce n'est pas toujours une façon simple de supporter la production. Alors, la façon qu'on va nous privilégier, ça va être évidemment par l'apport de nitrates inorganiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors les nouvelles recherches nous parlent des résultats intéressants au niveau des athlètes d'endurance ou même pour la pratique de toute autre activité. On peut y aller, comme je le disais, par la voie de l'alimentation. Donc, on trouverait, par exemple, dans 500 millilitres, en fait, de jus de betterave, c'est-à-dire dans 2 verres de jus de betterave, on va retrouver 250 mg de nitrate inorganique, qui est en fait la dose minimale pour bénéficier à court terme des effets. Donc, à l'intérieur d'une semaine, si vous consommez votre jus de betterave à tous les jours, vous allez avoir des bénéfices intéressants. Alors, on va voir l'effet déjà au niveau, par exemple, de la pression artérielle se manifester à l'intérieur de 2 heures et demie, et l'effet peut s'étendre jusqu'à 15 jours après la prise de votre jus de betterave. Pour la question de l'allergénine, comme je disais, les effets sont un peu moins intéressants, surtout pour l'athlète, et de faire attention évidemment à la question des surdosages et des combinaisons. Alors, AWARE vous propose toute une gamme de produits qui contiennent des nitrates. Donc, sous la forme de nitrate de potassium, vous avez d'abord les produits OrthoHeart et GastroRelief, et la nouvelle gamme de produits Nox dans Axioma Health aussi très intéressant. CardioNox en est un qui peut vous intéresser parce qu'il combine l'oxyde nitrique avec la coenzyme Q10. Vous avez aussi celui que j'aime beaucoup personnellement, qui est le Rejuvenos, qui est un mélange d'ashwagandha, donc une belle plante adaptogène avec l'oxyde nitrique. On a un produit qui est un peu l'équivalent des produits green dans certaines autres compagnies qu'on appelle le Beet and Berry, donc un produit que vous pouvez rajouter dans vos shakes. Et nos petits derniers nés qu'on appelle la ligne Boost, c'est-à-dire que vous avez les Stamina Shots, donc des petites ampoules à consommer, par exemple, tout de suite avant l'entraînement. Très jolies, très pratiques, on les traîne dans le sac de sport ou sous la forme de comprimés à consommer à ce moment-là au quotidien sous la forme de Nox Boost. Alors, si on veut faire un résumé de la nutrition sportive, dans un premier temps, on va évidemment favoriser l'alimentation de bonne qualité, une alimentation, comme on le mentionnait, qui va comporter des protéines, des glucides et des lipides, mais également, très important, de l'eau. Souvent, si on a une alimentation complète, ce sera suffisant pour la majorité des gens et ça va déjà faire une différence marquée au niveau de la performance sportive. Par contre, le niveau suivant, ça serait d'aller chercher à ce moment-là des suppléments qui seront plus efficaces et plus à visée plus spécifique. Donc, les suppléments aussi, ça vient supplémenter un régime adéquat. Ils ne seront pas aussi efficaces si vous n'avez pas une alimentation pour soutenir tout ça. Il faut bien identifier notre objectif de base. Est-ce que nous recherchons à améliorer l'endurance, le taux de fatigue, la force, parce que ça va déterminer l'alimentation, mais le type de supplément également. Et au niveau des suppléments, il n'y a pas de recette miracle. Vous obtenez ce pourquoi vous payez. Donc, il faut vraiment favoriser la qualité, comme je vous disais, particulièrement important au niveau de la qualité de protéines, mais bon, dans tous les produits en général. On peut vouloir faire de la supplémentation par cycle, particulièrement au niveau de la créatine, comme on l'a mentionné, et donc d'effectuer des pauses à l'occasion. Et idéalement, parce que ça devient assez complexe, que chaque personne possède sa propre identité ou individualité biochimique, l'idéal, c'est d'être suivi par un professionnel compétent en supplémentation
Bon, il y a certains entraîneurs qui s'y connaissent, mais beaucoup n'ont pas reçu de formation médicale adéquate pour bien recommander les suppléments sportifs. Alors, on ramène la question des suppléments sportifs ici en groupe. J'ai oublié de vous mentionner un petit peu plus tôt tout à l'heure quand on parlait de la gamme Nox. Je vais y revenir juste pour bien vous montrer. On a une revue qui s'appelle Advance Magazine avec des différents sujets. Il y en a quelques-uns disponibles, le cancer notamment, etc. Donc, il y en a un qui était dédié complètement à la technologie Nox. Alors, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, et nous avons également un webinaire qui a été fait sur le sujet. Donc, je vous invite à découvrir nos produits Nox. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au niveau de l'équipe technique à tech@aware.ca ou encore à m'envoyer des questions directement à cédumentaware.ca. Je vous rappelle que je ne peux pas faire de suivi comme tel particulier là, pour les individus à travers le site d'Aware, mais par contre, je peux répondre à des questions d'ordre général au niveau des interactions et tout ça. Alors, encore une fois, mon nom est Chantal Dumas. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister encore une fois à un de nos webinaires et je vous invite le mois prochain, donc en janvier, pour la présentation de mon propre webinaire sur la santé des humeurs. Donc, on va aller voir ensemble la question dépression, anxiété et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du mode de vie, mais également des suppléments pour restaurer donc une humeur qui soit plus stable et plus agréable. Alors, merci encore une fois et à la semaine prochaine pour moi, mais au mois prochain pour vous. Au revoir.